Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler aujourd'hui de la conférence Est en NBA. C'est le début de la saison, donc on se projette. C'est parti pour la preview. En 14e position, je mets une équipe qui peut être plus divertissante, mais qui, à mon avis, va quand même enchaîner pas mal de défaites. Ce seront les Charlotte Hornets, emmenés par la Melo Ball, un joueur capable d'être All-Star quand il est en bonne santé, sauf que il y a eu très peu de saisons les dernières années où il a enchaîné les matchs et malheureusement son talent c'est seulement épisodiquement qu'on le voit sur le terrain aux côtés de joueurs qui ont parfois eu des soucis avec la justice comme Miles Bridges ou bien Brandon Miller. J'espère tout de même que dans ce contexte, Tidjane Salin, le français, va pouvoir tirer son épingle du jeu, même si l'an dernier c'était un petit peu compliqué. Tout comme Moussa Diabaté qui va avoir un rôle important sous les cercles parce que on est en panne clairement de pivot. On a un petit peu bradé tout le monde. Bref, tant pis, c'est comme ça. Il y aura Colin Sexton aussi pour apporter un petit peu de fun. Donc ces équipes-là, comme Charlotte, elles sont un peu en reconstruction et elles espèrent, je pense, tirer un nouveau numéro gagnant à la draft du Con Knuppel, le joueur qui était le coéquipier de Cooper Flag à Duke. Eh bien, un bon shooter. On va voir ce qu'il apporte. En tout cas, je ne les vois pas non plus casser la baraque. En numéro 13, je prévois les Washington Wizards qui progresseraient de 2 places, eux qui étaient au fond du classement avec seulement 18 wins l'an dernier. C'est assez faible. Alors, c'est assez faible, mais en même temps, c'est une équipe qui est jeune, construite autour d'un noyau de joueurs récemment draftés, que ce soit bien sûr nos Français Alexandre Sarr, Bilal Koulibaly, mais aussi Sean George. On a également un nouveau joueur rookie qui est Trey Johnson, qui a l'air d'être un très bon scoreur. On a des vétérans quand même, peut-être pour les encadrer. Alors, reste à savoir s'ils vont rester longtemps ici en la personne de CJ McCollum, qui succède d'une certaine façon à Jordan Poole, qui avait fait plutôt de bonne saison. Et puis on a l'ancien, qui est en fin de carrière, qui a été champion NBA. Je veux bien sûr parler de Chris Middleton. Donc je pense que c'est un petit peu faible quand même à l'intérieur. Ça va avoir du mal à tenir la distance en termes de puissance. Mais c'est une équipe voilà, qui reste en construction et qui, à mon avis, gagnera au moins plus de matchs que Charlotte et Brooklyn. En numéro 12, j'annonce les Chicago Bulls, qui ont perdu quand même du talent ces dernières années avec DeRozan, Lavine, qui sont partis du côté de Sacramento. Là, ils ont un jeune joueur qui émerge, à mon avis, qui va être intéressant à suivre, Matas Buzelis, drafté l'an dernier. Kobe White, lui aussi, s'est affirmé comme un joueur solide. Il y a toujours Nikola Vucevic, mais peut-être pas pour très longtemps. Euh, Ça reste une équipe intrigante. On surveillera Noah SNG pour ses débuts en NBA sur le poste 3-4. En tout cas, même si le coach Billy Donovan a été prolongé, je pense que là on est plus que dans le ventre mou et qu'on se dirige un peu vraiment vers les bas-fonds de la NBA. En numéro 11, et sera peut-être la première surprise de ce classement, je vois le Miami Heat. Le Miami Heat s'est fait éteindre l'an dernier en playoff par les Cleveland Cavaliers. Ça a été vraiment vilain à voir. On a eu le départ aussi de Jimmy Butler qui a fait un bras de fer avec son club et notamment Pat Riley. Et on a encore du talent, hein, en la personne de Taylor Hero et puis Bam Adebayo. Andrew Wiggins est présent, hein, il est arrivé en échange en venant de Golden State. Et on a aussi Davion Mitchell qui est confirmé en meneur. Mais ça reste une équipe, je trouve, qui est piétine un petit peu et ça devrait se voir, d'après moi, en saison régulière. Alors, ils peuvent bien sûr accrocher le play-in, mais je ne les vois pas aller beaucoup plus haut parce que, à mon avis, il y aura d'autres ajustements durant l'année. Et puis, il ne faut pas oublier que la blessure, par exemple, d'un Taylor Hero peut vraiment aussi compter.
On espère que Kelly Ware sur le poste intérieur va apporter vraiment sa taille et sa domination. En tout cas, ce hit, personnellement, je le sens pas trop cette année. En numéro 10, c'est une équipe que j'aime beaucoup, notamment parce que je l'ai vue à Paris face aux Spurs. Il s'agit des Indiana Pacers qui ont été exceptionnels l'an dernier. Alors, en saison régulière, ils étaient à 50-32, donc c'est quand même un beau bilan, surtout qu'ensuite, ils ont réussi à sortir Milwaukee, Cleveland, New York pour échouer au match 7 avec le tendon d'Achille qui se pète chez Tyrese Haliburton. Donc cette saison sera sans leur meneur emblématique, sans leur pivot iconique, j'ai envie de dire quand même, qui est parti à Milwaukee, en l'occurrence Miles Turner. Alors on a quand même toujours des Siakam, des Naismith, des Nembhard qui peuvent être vraiment des joueurs intéressants. On comptera aussi sur le développement toujours de Bénédicte Mathurin. Personnellement, moi j'adore le meneur remplaçant TJ McConnell, c'est un des joueurs que je préfère dans toute la NBA. Mais je pense que on ne cherchera pas non plus à exploser tous les compteurs. Après, je les mets 10. Honnêtement, s'ils sont 5e, ça ne m'étonnerait même pas, tellement il y a quand même une identité de jeu. Le coach Rick Carlisle, qui est pour moi un des meilleurs de l'histoire, euh, a su les emmener loin l'an dernier et là va peut-être profiter de cette saison pour, comme un laboratoire, tenter des choses et développer des joueurs. On pense aussi au dunk retentissant de Johnny Furphy en pré-saison. En 9e position, je vais mettre une équipe qui a été très décevante l'an dernier, notamment touchée par les blessures. Ce sont les Philadelphia 76ers. On a un Joel Embiid qui revient petit à petit. Donc déjà, ça serait très précieux parce que l'an dernier, il a vraiment peu joué. Un Paul George qui doit revenir en forme, histoire d'honorer ce contrat qu'il a obtenu en arrivant des Clippers, mais qui a pour l'instant été un flop. Ce qui me rend optimiste quand même un petit peu pour les Sixers, c'est ce backcourt avec toujours Tyrese Maxey, qui a été All-Star quand même. On a Jared McCain qui était très bien parti pour être rookie de l'année et qui s'est blessé. Donc là, il va être de retour. On a toujours Kelly Oubre Jr. qui peut rendre service. Et puis l'arrière très tonique qui monte très haut, VJ Edgecombe, à mon avis, il va donner envie de cliquer sur cette équipe. Après, ça risque d'être un petit peu quand même léger à l'intérieur. Donc, il va falloir que Philadelphia s'accroche encore cette année, mais je ne les vois quand même pas à un niveau aussi catastrophique que la saison précédente. En numéro 8 de la conférence Est, j'imagine qu'il y aura les Toronto Raptors. Alors, ils seraient en progression par rapport à l'an dernier où ils n'étaient pas qualifiés pour les playoffs. Là, je les mets dans le play-in parce qu'il y a du talent. On a l'arrivée de Brandon Ingram qui va être peut-être l'option numéro 1. Alors, ça va nécessiter des ajustements, certes, mais on a du talent en 1 contre 1. On a des joueurs qui sont plutôt jeunes, je pense à RJ Barrett, Scotty Barnes, Emmanuel Quickley sur le poste 1, plus des joueurs de complément comme Grady Dick qui peut apporter du tir et qui avait bien progressé l'an dernier. Il y a eu une petite blague par rapport à son nom sur une info, parce qu'il a grandi de 2 cm, Dick. Bref, je pense que ces Raptors seront meilleurs que les années précédentes. Alors, on a Jacob Poeltl au centre, c'est un pivot classique qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui apporte quand même une petite présence intéressante. Et puis, on verra aussi ce que donnent des joueurs comme Sandro Mamukelashvili, qui est venu des Spurs et qui a été plutôt séduisant avec les Géorgiens, les Français s'en souviennent. Donc, une petite place pour les Raptors en 8e position, je trouve que c'est pas mal. En numéro 7, je place les Boston Celtics, une équipe quand même assez difficile à évaluer en ce début de saison, puisque on sait que Jason Tatum, certes, dunk en détente sèche, mais il va être quand même très longtemps absent en raison d'une rupture du tendon d'Achille malheureuse face aux Knicks en demi-finale de conférence l'année dernière. L'équipe championne en 2024 peut toujours compter sur Jalen Brown, sur Derrick White. Peyton Pritchard va
probablement être propulsé dans le 5 majeur, lui qui a été 6e homme de l'année. En revanche, ça a été la saignée au niveau des départs et ils n'ont pas été très compensés, que ce soit Porzingis qui a atterri aux Hawks, on a Jrue Holiday qui a été envoyé aux Blazers, des pertes quand même assez importantes. On a dégraissé les salaires, ce qui fait quand même gagner financièrement de l'argent aux propriétaires des Celtics parce que sans ça, ils auraient été vraiment lourdement taxés. Mais on peut considérer que c'est une saison un peu de transition. Et je pense que Joe Mazzulla et ses hommes vont quand même se battre. On ne va pas larguer les amarres et tout lâcher à, à Boston. Il va falloir quand même compter sur eux malgré tout parce que face à pas mal d'équipes de leur conférence, ils sont capables de remporter les rencontres. Mais ça risque d'être dans la douleur. J'attends au tournant Jaylen Brown pour une saison de niveau MVP, lui qu'il a été lors des finales en 2024. En numéro 6, je vous annonce maintenant les Milwaukee Bucks, emmenés par le joueur iconique Giannis Antetokounmpo, dont le départ est toujours un petit peu dans les tuyaux. Donc évidemment, ce pronostic risque de prendre de l'aile si jamais il s'en va. On a fait venir Miles Turner, qui va, je pense, plutôt avantageusement remplacer Brook Lopez sur le poste de pivot capable de stretch, d'étirer la défense grâce à son tir à 3 points. Après, on a des joueurs de rôle. Alors, il y en a un qui doit une revanche à tout le monde, c'est Kyle Kuzma, qui a été assez catastrophique lors des playoffs. On a également Kevin Porter Jr. et Gary Trent Jr. sur les postes arrière. On a l'émergence d'AJ Green qui est à la fois un bon shooter, plutôt bon défenseur. Après, ça manque un peu de profondeur. C'est compliqué, je pense, d'imaginer que des rencontres où ils seront face à un effectif plus étoffé, qui auront peut-être des joueurs à envoyer face à Giannis, seront ponctués de victoires. Ces matchs-là risquent d'être compliqués. Mais j'ai du mal à les sortir du play-in, donc je les vois 6e de la conférence Est. En numéro 5, j'imagine une confirmation qui serait celle des Detroit Pistons. Les Pistons emmenés par Kate Cunningham ont fait trembler les Knicks. Ils sont passés assez près à quelques décisions, parfois litigieuses, de renverser certains matchs. Mais surtout, ils ont fait une belle régulière, 44 victoires, alors qu'ils étaient vraiment habitués à être au fond de la conférence. Donc la mayonnaise a pris. Après, il y a eu des troubles aussi autour de Malik Beasley et des paris sportifs. Donc est-ce que ça va être une année sereine? Pas si sûr. Jalen Duren reste un pivot précieux, mais qui ne peut pas trop s'écarter. C'est un roi du double-double, mais qui est un peu limité encore en attaque, tout comme Isaiah Stewart. J'aime bien la présence d'un joueur, certes parfois décrié, mais qui est capable d'apporter, c'est Tobias Harris. Jaden Ivey a l'air encore un petit peu plus blessé, mais à mon avis, il va revenir durant la saison. Et puis on a ajouté un Duncan Robinson, capable d'envoyer du shoot comme le faisait, qui l'a remplacé, Tim Hardaway Jr. Bref, ces Pistons vont à mon avis continuer de carburer et d'être meilleurs que 10 autres équipes dans cette conférence Est. En numéro 4, je vois une équipe qui va faire des progrès par rapport à l'an dernier, puisqu'elle était 8e, c'est Atlanta. Les Hawks ont fait une intersaison magnifique. Ils ont déjà toujours leur numéro 1 de draft, Zachary Rizaché, qui s'est, je trouve, aguerri, qui a pris confiance. Il n'a pas été exceptionnel lors de l'Euro, mais voilà, c'est un joueur qui est jeune, n'oublions pas, qui est en train d'apprendre et qui là va bénéficier de l'arrivée de Kristaps Porzingis, qu'on espère en bonne santé, histoire d'étirer le jeu. Et avec un joueur comme Trae Young à la main, capable d'être le meilleur passeur NBA, mais d'apporter aussi beaucoup en points, pas toujours très adroit l'an dernier, donc s'il corrige ça pourrait vraiment permettre aux Hawks de décoller. Et puis aussi, on a Jalen Johnson, un joueur qui est cartonné l'an dernier, puis il s'est blessé malheureusement, donc là il revient en forme.
Euh, on a expédié Clint Capella aux Rockets et Okongwu devrait se faire une place, je pense, dans la rotation intérieure. Il y a de la place, je pense, pour que ces Hawks soient une défense parmi les meilleurs de la conférence Est et peut-être même de la NBA, parce que je n'ai pas encore cité Dyson Daniels, l'Australien, qui a été exceptionnel pour moi, qui a été d'un niveau très inédit en termes d'interception, de deflections, c'est-à-dire quand on dévie le ballon sans le prendre, un joueur qui est capable d'étouffer ses adversaires. Et en plus, on fait venir de Minnesota Nickel Alexander Walker, qui est réputé aussi pour ses qualités à la fois à 3 points et en défense. Ça peut être un meneur backup plutôt intéressant aussi si on a besoin de remplacer Trae Young. Donc bref, cette équipe des Hawks, je la vois beaucoup plus haute que l'année dernière. En numéro 3, je pense qu'il y aura une belle progression aussi du côté d'Orlando, le Magic, avec Paolo Banchero en forme, Franz Wagner qui lui aussi est amené à être un All-Star parce qu'il a un talent incroyable, notamment en attaque. Et puis c'est une équipe qui joue dur et qui a très bien recruté. Jalen Suggs va revenir de blessure et va être de nouveau un joueur de top niveau en défense. On s'est débarrassé de Kentavious Caldwell Pope et on a fait venir, en dépensant pas mal de tours de draft, mais on a fait venir Desmond Bain des Memphis Grizzlies. Et ce joueur-là, à mon avis, clique très bien avec les besoins du Magic. Tir extérieur fiable, scoring, éventuellement création de jeu. C'est, je trouve, un groupe très cohérent, bien construit, avec des joueurs besogneux à l'intérieur ou spécialisés comme Wendell Carter Jr., Jonathan Isaac et je pense qu'il va revenir aussi de blessure Mo Wagner. Donc j'aime bien cet effectif. J'ai oublié Goga Bitadze. Donc un effectif assez grand, capable d'étirer le jeu de plus en plus. Ça devrait donner pas mal de victoires dans cette conférence Est. On arrive au deuxième. Et bien pour moi, ce seront les New York Knicks. Une équipe qui déjà l'an dernier avait fait une belle saison avec 51 victoires. Mais là, qui a les moyens même de faire un petit peu mieux avec l'arrivée de Gershon Yabusele que j'ai vraiment hâte de voir en joueur de complément sur le poste 4, voire un petit peu sur le poste 5. On a toujours Karl Anthony Towns qui a été vraiment monumental en termes de production statistique, même si en défense, c'est toujours pas son fort. Pendant les playoffs, il a été assez clutch d'ailleurs, il était vraiment décisif également. On a toujours Jalen Brunson à la baguette, des joueurs comme Josh Hart, Michael Bridges qui peuvent être vraiment très utiles et précieux pour ce collectif sans exploser les compteurs. On a bien recruté, je trouve, notamment voilà, les remplaçants maintenant sont à mon avis plus solides. Et puis on a aussi un autre Français, Modi Awara, qui est en train de se faire peut-être une petite place. Et surtout un nouveau coach, Mike Brown, à la place de Tom Thibodeau. Mike Brown, qui a été coach de l'année 2 fois, notamment à Sacramento, va apporter à mon avis un petit vent de fraîcheur, va savoir faire tourner l'effectif parce que c'était un petit peu le problème. On comptait à fond sur les titulaires, mais les remplaçants étaient assez peu stimulés. Là, ça devrait être plus équilibré. Donc fort logiquement, les Knicks devraient tutoyer les sommets cette année. Il ne reste plus qu'une place et je la vois, comme l'an dernier, occupée par les Cleveland Cavaliers. On se souvient qu'ils avaient cartonné avec un début de saison incroyable, une réussite en attaque provoquée par un mouvement avec un chef d'orchestre, Donovan Mitchell, intenable. Darius Garland, qui avait raté ses playoffs l'année d'avant, s'est montré très précieux. Max Strus aussi a apporté du shoot. On a un défenseur de l'année, en l'occurrence Evan Mobley, qui est déjà très prometteur pour son âge. Il est All-Star désormais. Toujours Jarrett Allen sur le poste de pivot, ça ne change pas. Alors ils ont perdu Tyler Jerome, qui avait été, je trouve, très précieux, mais ils ont quand même 10 André Hunter depuis l'année dernière. Bref, les Cavs vont continuer, d'après moi, de cartonner. Mais attention, parce que les playoffs se sont terminés assez rapidement. À cause des blessures, notamment, ils n'ont pas pu faire face à la folie et à la remontada même parfois des Pacers.
Donc mentalement, il va falloir être solide et puis on les attend en post-season en étant cette fois-ci décisif. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez me donner votre avis sur ces pronostics en commentaire. À bientôt sur le Seigneur des Arceaux.